Bienvenue dans Hey Mama, ça dit quoi ? Le podcast où on parle de parentalité, d'amour, de vie, de relations et de tout ce qui va avec, même ce qu'on n'avait pas prévu. Ici, pas de leçons, pas de filtres, juste des échanges vrais, des rires, des bons plans et beaucoup de bienveillance. Hey Mama, c'est un moment pour souffler, réfléchir et rigoler. Et se sentir un peu moins seul. Alors retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, TV78 et Top Actu Local. Hey Mama, c'est une communauté. Plus on est, plus on se soutient. Et bienvenue, chers amis, dans la première émission de Hey Mama, ça dit quoi ? Pour cette année 2026. On vous la souhaite riche, pleine d'amour, pleine de bienveillance, de paix, s'il vous plaît, la paix. Et voilà, on vous souhaite plein de bonheur, évidemment, pour cette année 2026 et comme pour toutes les autres années, comme pour tous les autres jours. Alors aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet essentiel, universel et profondément humain, celui de l'amour. L'amour. Alors, je vous cache pas que ce sujet m'a été glissé à l'oreille par notre chère Coquinette, lors de notre dernière soirée. Voilà, c'était peut-être très intéressé ou comme elle m'a dit. Il y a peut-être des messages à faire passer. Voilà. On sait jamais. En tout cas, lors de notre soirée de Noël, elle m'a dit ce serait bien qu'on parle d'amour et vraiment comment par rapport au début de cette année 2026, je pense que là c'est plus que nécessaire. On en a besoin. Voilà, qu'on en parle, qu'on échange là-dessus. On en a vraiment besoin. Donc on traitera de l'amour sous toutes ses formes, l'amour de soi, l'amour en couple, l'amour qui évolue, l'amour qui questionne, l'amour qui fait du bien et parfois l'amour qui nous fatigue. Bon, en tout cas, dans un monde qui va vite, qui nous sollicite. Non, j'ai pas juste regardé. Rien à voir avec ta chronique. Mais en tout cas, dans un monde qui va très très vite, qui va de plus en plus vite, qui nous sollicite en permanence, on va prendre un temps pour parler d'amour, pour parler de soi et aussi de prendre soin de soi et des autres. Parce que l'amour, c'est pas un acquis, ça se construit, ça se transforme, ça se nourrit, ça s'entretient et surtout ça se partage et ça se parle et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'équipe des Hey Mama. Et pour ouvrir l'émission, j'avais envie de partager une citation qui nous a été envoyée par Carole, une des Hey Mama aujourd'hui dans le groupe, parce qu'on a un petit groupe WhatsApp Hey Mama, vous vous en doutez bien, comme toutes les grandes familles, entre le groupe Family et les autres groupes de copines, on a le groupe WhatsApp Hey Mama et elle nous a envoyé cette citation ce matin de Pierre Corneille qui dit « L'amour de soi est la source de tous nos autres amours ». Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal pour commencer cette journée un peu compliquée pour moi, soit dit en passant. Donc du coup, c'est vrai que ça faisait un petit rappel. Aime-toi, les autres t'aimeront. Voilà, un petit rappel très essentiel. Et du coup, je trouvais ça cool aussi de commencer l'émission ainsi. Donc aujourd'hui, on va parler d'amour sans pression, sans jugement, avec honnêteté, humour et bienveillance, comme on sait bien le faire. Comment c'est, vous, l'amour, les filles ? On fait un petit tour de table ? Si vous voulez bien, vous n'êtes pas obligés, en tout consentement évidemment. Est-ce que non, mais si vous voulez parler amour de soi, amour d'un couple, amour de amour d'un animal de compagnie, parce qu'on a Jaïda aujourd'hui sur le plateau, le chien de Marion, l'invité surprise. Voilà la renardette de Marion. Alors du coup, Marion, tu veux nous dire un petit mot sur l'amour, sur comment toi tu vis l'amour ou... Écoute, si on fait un petit baromètre, on va faire une petite météo de l'amour. Déjà en termes d'amour de soi. Je pense par rapport à il y a quelques années, on est passé d'un ouragan en mode catastrophe naturelle à une petite météo, tu vois, les alizés, où on est bien au bord d'une plage. Donc là-dessus, on est bien. Yeah. Et l'amour à deux, c'est cool. Parce qu'il y a des beaux projets pour cette année, il y a des projets PAX. On attend juste que la mairie du 20e nous débloque un rendez-vous. Coucou la mairie du 20e, arrondissement parisien. Petit message subliminal pour la mairie du 20e, pour Jeannot qui gère le planning de la mairie du 20e. Débloque-moi un créneau rapidement, s'il te plaît. Et puis, il y a des petits projets en cours, donc ça va bien, et ça, c'est cool. Trop cool. Parce que ça a mis du temps à arriver, donc ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et alors, du coup, hors antenne, Céline nous disait qu'elle fêtait ses 1 mois de... Non, c'est 4 mois. 4 mois. Oh, les dates. 4 mois de mariage. 4 mois de mariage. Comment veux-tu que ça n'aille pas bien ? J'imagine. Oui, après 4 mois de mariage, après 25 ans. Voilà, 25 ans pour faire cette fête incroyable, là, 4 mois d'amour. Et sincèrement, le mariage ne change rien, mais continue de faire grandir l'amour chaque matin. Et moi, vraiment, j'ai une chance incroyable tous les matins de me réveiller à côté de quelqu'un à qui je dis bonjour mon amour et qui me répond bonjour ma douce. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Ça fait démarrer sa journée. Il n'y a pas un matin
Et on se force pas. Hein. Ouais. C'est et puis génial. du coup, ça rajoute une petite date anniversaire quand même, c'est chouette. Alors, vous avez fait des trucs beaucoup. pour Ça en rajoute beaucoup votre... parce que. Est-ce que vous avez fait un truc pour votre mois de mariage? Alors, on fêtait déjà, non, c'est notre date anniversaire, c'était le 19 juillet, notre premier rendez-vous. Donc, tous les 19, déjà, on disait bonne fête. Tous les 19 juillet, on faisait des fêtes. Là, on s'est mariés le 20 septembre avec nos amis surprise, là, la cérémonie laïque. Et on s'est remariés le 27 septembre à la mairie. Donc là, on ne sait pas trop. On continue à se dire 19, bonne fête. le 27. Le 20, on s'est dit bonne fête. Le 27, on va se redire bonne fête. Et puis là, on est déjà en train de penser à la fête qu'on va faire pour nos 1 an. Ah oui. Ok. Oui. Ah bah oui. Donc tout va très bien. Les gros fêtards, quoi. Ouais. Pour répondre à ta question, tout va très très bien. Et je souhaite que tout le monde un jour rencontre son âme sœur, quelle qu'elle soit. Un petit mot sur l'amour d'une manière générale. Hein. Oui, je dirais que moi, il y a plein d'amour, en fait, plein de façons d'aimer, tout simplement, parce qu'on peut aimer son compagnon, sa compagne, ses enfants, ses parents, et tout ça, c'est des amours qui sont complètement différents, et que c'est beau, et qu'il faut être capable de dire qu'on aime les gens. Premier message. Allô. Et que oui, effectivement, par rapport à ton introduction, j'ai compris qu'il fallait bien s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Et pas forcément aller toujours chercher l'amour des autres. Eh oui. Voilà. Aimer, est-ce que tu voudrais nous... cette transition Je suis le plein dedans. Et c'est vrai, je le disais récemment, à 40 ans, je crois que c'est la première fois où je suis vraiment aussi bien et aussi dans cet amour de soi-même au top, vraiment. Et voilà, et je suis toujours célib, mais je suis très contente de ce temps aussi, c'est-à-dire c'est pas un temps en attente, et c'est vraiment un temps et pour prendre soin de moi et des autres autour de moi, et de voilà, de découvrir la vie autrement et pas que à deux, et ça me fait du bien. Voilà. Trop bien. Et toi, écoutez, moi, ça va très très bien. Ça va faire un peu plus de 5 ans que j'ai rencontré quelqu'un de formidable, avec qui je vis le grand amour, comme on dit. Et oula, Jaïda, il est en train de s'étouffer. C'est beaucoup trop d'amour pour C'est trop d'émotions pour elle. Et là, c'est peut-être le moment de vous annoncer, mes chers Aymama et à nos chers auditeurs, que je vais me marier aussi en cette année. Oui, parce que j'ai demandé mon homme en mariage et qu'il a dit oui. La chance, très bien. Bravo. Donc voilà, on l'a annoncé, carrément, on l'a annoncé à nos familles respectives là pour Noël et à quelques amis. Bon, donc voilà, ça va commencer à se savoir. Rien n'est prêt, rien n'est organisé, évidemment. Rien n'est fixé. Évidemment, rien n'est fixé, mais voilà. T'inquiète, on a toute une équipe d'organisation et tout ça. D'organisation, donc, des pros de d'une- fête. Donc voilà, même si Les Mama Wedding Planeuses. Tu les as perdus. Même si, en tout cas, le mariage, pour moi, c'est pas quelque chose ni de religieux, ni de nécessaire ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand on s'embarque dans des projets comme l'immobilier ou quoi, ou même de la construction, pour moi, c'était important. Et puis, c'était aussi une preuve d'amour, quoi. On s'est fait plein de preuves d'amour sur différents plans. Et là, je me dis, bon, c'est le moment que je pose le genou et let's go. Ça veut dire enterrement de vie de jeune fille aussi, ça. Oui, non, mais t'inquiète pas, ma sœur est sur le coup parce qu'elle a une vengeance à prendre. Donc voilà. Bon, en tout cas, chers amis, après avoir fait ce tour de table, on va se lancer sur les chroniques un peu, enfin sur les différentes thématiques que nos chères chroniqueuses ont abordées. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, nous avons des amis aussi en plateau. Donc voilà, il y a Aimé qui est venu avec son équipe éditoriale, marketing. Voilà, personne. Hey, coucou, personne. Voilà. On a notre ami Juju aussi qui est avec nous aujourd'hui. Donc et Jaïda aussi, puisque nous sommes amis des animaux aussi. Et pour commencer, alors on va prendre la température avec toi Marion. Donc l'amour aujourd'hui, comment il va? Est-ce qu'il est en pleine forme, en questionnement ou bien tranquillement installé sous un plaid? On ne sait pas. Marion, elle va nous proposer un baromètre de l'amour, un état des lieux des relations, des tendances et de ce qu'on observe au quotidien. On envoie son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Marion, fille spirituelle de Jane Goodall et Passepartout, maman du Renardeau, famille d'accueil pour choupissons, canetons et autres animaux. Retraitée qui ne fait pas son âge et accro au thé, mon péché mignon, écouter des feuilletons radiophoniques dans mes prothèses auditives quand les autres pensent que je les écoute. Et oui, on va faire un petit baromètre de l'amour, savoir si l'amour se porte bien, les preuves d'amour. Les preuves d'amour un peu classiques, le baromètre classique, c'est les statistiques sur les mariages et les PACS en France. La tendance montre qu'on est à plus de 230 000 mariages et plus de 200 000 PACS par an. La tendance irait plus vers le PACS, qui a priori est plus simple, un peu moins formel, un peu plus dans la mouvance des différentes thématiques et des différentes
différents modes d'amour. Donc, a priori, ça se maintient. Les gens s'aiment. Donc ça, c'est cool. On continue de s'engager. Parce que... On continue de s'engager. Après, voilà, ça se défait. On peut diminuer les impôts. Ouais, il y a de ça. Oui, il y a une petite thématique fiscalité derrière, mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Parce que, voilà, hein, les finances, c'est pas pour tout de suite. Mais ouais, non, le baromètre, il est plutôt bien. Et par rapport à ce qu'on disait, tu vois, par rapport à ce que Carole nous a envoyé comme citation, le baromètre de l'amour, il commence aussi par le baromètre de comment on s'aime. Oui. Parce que pour aimer quelqu'un, je pense qu'il faut savoir s'aimer un petit peu, il faut savoir faire de la place à quelqu'un dans sa vie, mais il faut aussi avoir un peu confiance en soi et un peu d'amour pour soi. Et ce que je te disais tout à l'heure, là, quand on a fait le petit tour de table, toi, ça fait 5 ans que tu construis ce beau projet avec Nazou. Et moi, j'ai mis plusieurs années à déconstruire un peu ma vision de l'amour. Parce que je pense qu'on a tous une vision, tu vois, le un jour mon prince viendra, les Disney et compagnie. Et quand tu grandis dans une famille catho, mais que tu te rends compte que t'es pas en mode vraiment mariage à l'église, parce que ton mariage, il va jamais être autorisé à l'église, c'est un peu compliqué. Donc, tu vis dans une espèce de dualité où tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui fait plaisir à ta famille, tu as une vision, tu dois faire un peu ton deuil du truc, et ça nuit un peu à l'amour de soi qu'on peut avoir. Bah oui, ça déséquilibre complètement, quoi, entre toi, tes désirs, et oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que tu pars du principe que tu as des projets de vie, et puis on te vend un peu un mode de vie. Moi, j'ai vu toutes mes cousines avoir le schéma très classique de présenter leurs copains à leurs parents, puis le mariage à l'église, le mariage à la mairie, truc très traditionnel, très tradi, très officiel. Voilà, la tradition, ça l'étouffe, excusez-la. C'est bien la fifi à sa maman. Voilà, le carcan de la société, ça lui reste un peu en travers de la gorge. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai grandi avec ces constructions-là, et je me suis un peu forcée au début à rentrer dans le moule. Et quand tu essayes de te forcer à rentrer dans un moule qui te correspond pas du tout, et t'en arrives un peu à t'oublier, t'en arrives un peu à te détester quand même. Complètement. Ça rentre pas dans le moule. Et puis quand tu es dans une situation où on attend beaucoup de choses de toi, et où toi tu vois bien que tu vas pas remplir les attentes, ça crée une espèce de fragilité et de désamour de soi. Et ça prend beaucoup de temps de casser un peu tout ça et de revenir à ce que disait Aimé tout à l'heure, à reprendre le temps de se dire, mais en fait, est-ce que ma vie, c'est ça ? Ou est-ce que, si j'ai envie d'être sympa et un peu indulgent avec moi-même, je prends le risque peut-être de m'éloigner de certaines personnes pour m'aimer un peu. Et puis, en fait, ça va permettre de garder les gens qui m'aimeront vraiment pour ce que je suis. Et finalement, on attire un peu de l'amour aussi quand on prend le temps de se dire, c'est pas grave si j'en perds quelques-uns en route. Moi, je suis comme ça. J'apprends à m'accepter comme ça. Et ceux qui m'aiment vraiment, ils resteront dans le moule. Et ça fait du bien parce que de faire ce travail-là, j'aurais jamais rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui si j'avais pas commencé ce process, tu vois. Exactement. Mais ça, complètement. Donc ça fait du bien. Tu t'es fait aider par certaines thérapies ou de choses comme ça, ou peut-être des ouvrages, je sais pas, ou des témoignages, non ? Thérapie, non. Thérapie, non, parce que en fait, le problème que j'ai eu, c'est que beaucoup de psy, parce que j'ai voulu aller voir des psychologues, parce que ça crée un mal-être. Ça crée un mal-être quand tu es dans une espèce de dissociation entre les valeurs qu'on t'a inculquées et ce que toi tu sais être. Ça crée un profond mal-être. Tu peux avoir des états dépressifs sur beaucoup de jeunes personnes qui sont lesbiennes, beaucoup de jeunes gays. Voilà, quand t'as le discours qu'on te renvoie et le discours que tu es censé avoir en société, ça peut être compliqué. Donc j'ai voulu me faire accompagner. Le problème, c'est que trouver un psy qui soit un petit peu formé à l'époque, parce que moi j'étais toute jeune quand je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, et qui te renvoie pas à l'image de quelque chose de très hétéronormé, c'est difficile. Ça doit être compliqué, ouais. Il y avait pas beaucoup d'assauts à l'époque, parce que je vais avoir 40 ans, je dis à l'époque comme si j'étais très très vieille, mais derrière ce beau visage très très jeune, il y a une personne de 40 ans. Bientôt 40 ans. Donc oui, effectivement, il n'y avait pas autant d'assauts qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de plateformes d'écoute qu'aujourd'hui. Il y avait... moi, tous mes potes, ils étaient hétéros.
Donc, en termes de miroir et d'échange, c'était un peu compliqué, quoi. Mais donc, tu leur parlais à tes amis, à ta famille, ils le savaient ou pas? Ou c'était quelque chose que tu gardais pour toi, justement, par cette crainte? Alors, autant te dire, très honnêtement, que la première personne qui m'a aidée à m'accepter, et pourtant on a quasiment 10 ans d'écart, c'est mon grand frère. Mon grand frère, avec qui on parle pas beaucoup au quotidien, mais en fait, on se ressemble énormément sur plein mal de sujets. Et lui, il était parti vivre à Montréal. Et Montréal, c'est une ville qui est beaucoup plus open pour tout ce qui est communauté gay, où le dialogue est beaucoup plus ancré, où c'est beaucoup plus ancré dans la norme aussi. Où le fait d'avoir 2 mamans ou 2 papas, c'est un truc, en fait, ils s'en foutent, c'est un non-sujet. Et en fait, quand j'ai rencontré ma copine de l'époque, j'étais un peu en panique à l'idée d'en parler à mes parents, parce que c'était à l'époque du mariage pour tous. Moi, j'étais partie de chez eux, je savais pas trop comment ça allait se passer, tu vois. Et j'envoie un mail à mon frère, je lui dis, écoute, c'est la merde, je suis avec quelqu'un depuis 1 an, je sais pas comment le dire aux parents, je sais pas comment il va réagir. Et mon frère, il m'a dit, écoute, les parents, ils ont fait 11 heures d'avion pour aller chercher en Colombie pour ton adoption, ils t'aiment, vraiment, le fait que tu sois lesbienne, ils s'en foutent, et fais-leur confiance, en fait. Juste, apprends à faire confiance à tes proches, et t'inquiète pas, tu verras qu'ils s'en foutent. Top. Heureusement que j'en ai parlé, parce que quand j'ai tenu ce même discours à ma sœur m'a dit « Ah là là, mais non, mais pas du tout. Mais là, si t'en parles à papa, mais c'est pas possible avec le mariage pour tous. Non, mais là, plus jamais il va vouloir te parler. » Discours super anxiogène, parce que ma sœur est flippée de la vie. Ok. Et là, je me suis dit, bon, mon frère, il est plus détente. On va trouver un juste milieu. La discussion on va choisir la détente. Voilà, je le sens moyen. On va faire un petit mail. Donc, comme une lâche, j'ai envoyé un mail à mes parents. Après, c'est une manière, lâche, non, c'est une manière de communiquer comme une autre. Il y en a qui sont plus à l'aise à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Ça m'a permis de structurer un peu les idées, de leur dire, en fait, vous savez, les gars, je suis toujours la même personne. Juste la personne que j'aime, c'est une femme. Voilà. Est-ce que tu crois qu'ils ne s'en doutaient pas du tout? Ah non. Non, vraiment. Hein. Non. Tu sais, mes parents, ils m'ont connue, je leur ai présenté un premier copain que Aimé connaît grâce à la moto, qui était un garçon charmant en plus. Ah oui, d'accord. T'as eu, voilà. Tu vois, mec adorable, mais le pauvre, enfin, c'était voué à l'échec, parce que voilà, il pouvait pas le savoir, et moi, j'assumais pas à l'époque. Donc, mais toi, tu le savais déjà. Moi, je savais déjà. Après, je leur ai présenté que des gars. Donc, ils avaient, mais vraiment, je pense, 0 idée de ce qui leur tombait sur le coin de la tête. Et puis, je pense qu'il y avait aussi une petite part de déni. Parce qu'il y a eu quand même des petits indices glissés à droite à gauche. Mais je pense qu'il y a eu gros déni. Et en fait, leur première réaction, ça n'a pas été en mode rejet du tout. C'était en mode, laisse-nous un petit temps pour réfléchir quand même. Et je pense que c'était le temps pour eux de déconstruire un petit peu toutes les idées qu'ils pouvaient avoir. Et la première discussion qu'on a eue en face à face, leur peur, en fait, c'était pas que je sois lesbienne, c'était pas que je vive avec une femme. Ils m'ont dit, mais si jamais les gens sont méchants avec toi, en fait. Le regard des autres, ils avaient peur. La peur qu'ils avaient, c'était vraiment que j'ai un rejet d'une partie de la famille, parce que, encore une fois, milieu un petit peu fermé d'esprit. Donc, ils avaient très peur des réflexions de la famille, que des réflexions puissent me blesser. Et je leur ai dit, mais en fait, pour ça, j'ai la chance d'avoir 2 parents qui m'aiment tellement fort que ça me fait une carapace. Donc, ce que peuvent dire les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, s'ils veulent pas faire partie de ma vie, j'ai envie de dire, tant pis pour eux, quoi. C'est pas grave. Mais mes parents m'ont donné assez d'amour pour que, si je vois plus tata machin ou tonton bidule, je m'en fous, en fait. Et ceux qui restent, c'est ceux qui ont les vraies valeurs, c'est ceux qui m'aiment. Et au final, c'est ça qui est bien aussi, parce que ça évite les réunions de famille un peu pourraves, quoi. Donc ça fait du bien, un petit truc comme ça. Oui, après, c'est souvent quand ça sort du schéma traditionnel, donc de l'hétéronorme, que ça bouscule les mentalités. Là, j'ai entendu une émission il y a pas longtemps qui justement faisait aussi quand même un baromètre de l'amour et plutôt de l'histoire du couple. Et il y a un phénomène aujourd'hui de gens qui se retrouvent célibataires, plutôt par désarroi ou manque voilà. Mais il y a aussi les nouveaux célibataires, je sais plus le nom exact, mais ceux qui ont envie voilà. Le quoi? On appelle le célicouple. Chacun chez lui. Avec toi-même. Chacun chez lui. C'était pas. Non, c'est vraiment le fait de vouloir rester seul. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un vrai choix. Voilà. Alors je sais plus, c'est la volonté. Je sais plus le nom, mais c'est vraiment la volonté de rester seul. Et ça, en fait, donc ils retravaillent
retracer l'histoire un peu, et notamment par rapport aux femmes seules. Et que dans des anciens temps, c'était soit des sorcières où on les brûlait, etc. Donc voilà, c'était très mal vu. Et puis c'était même très dangereux, une femme seule. Et il parlait du fait aujourd'hui que, alors c'est féminin, autant féminin que masculin, mais vraiment des volontés de gens de vouloir rester seuls, mais que ça se banalisait pas assez, en fait. C'est que ça faisait peur aux gens et qu'on trouvait encore un peu bizarre de fait de vouloir rester seul, quoi. Ouais. Donc, c'est parce que je pense que c'est l'image aussi de la société, c'est que quelqu'un qui est seul, pourquoi il est seul C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il doit être loup s'il est seul. Il n'arrive pas à rester en couple. Dans la société tend à dire que tu grandis, tu te maries, tu as des enfants et s'il manque une étape de ça, et c'est tout ça des projections. Donc si quelqu'un ose décider ou choisir autre chose, ça casse un peu ce schéma sociétal de la norme. Et il n'y a pas de norme aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui chacun peut et a le droit. Et heureusement, les pensées bougent, les femmes bougent, les hommes bougent, et la réflexion autour de qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce que rester seul. Aujourd'hui, on peut en parler, on peut en réfléchir, alors qu'avant c'est comme ça. Et si tu rentres pas dans une des cases, il y a un problème. C'est comme le fait de décider d'avoir ou pas des enfants. Exactement. C'est pareil, il y a beaucoup de sujets là-dessus aussi qui circulent. Et plutôt que de demander aux personnes pourquoi ils ne veulent pas d'enfants, demander à ceux qui en veulent pourquoi eux ils exactement. Oui, complètement. Parce qu'on ça inverser la tendance. De réfléchir pourquoi on fait, parce que la majorité, ils ont fait ou eu des enfants et parce qu'il fallait. Et après coup, il y a eu cette réflexion ou cette difficulté ou plein de pourquoi j'ai fait, même si j'aime mon enfant, mais c'est hyper difficile. Donc heureusement aujourd'hui, il y a on va vers une ère de plus de liberté dans le choix aussi. J'ai le droit de choisir d'être seule et c'est pas un manque, c'est pas un échec, c'est pas un mal, je suis pas malheureuse parce que beaucoup voient encore le célibat genre, mais ça va, t'es pas malheureuse, mais non, j'ai jamais été aussi contente et heureuse que rentrer seule, dormir comme une étoile, faire ce que je veux, mais foutez-moi la paix. Moi, c'est un cas d'amour sans vivre avec la personne, pour préciser, et c'est un vrai bonheur quand même donc aujourd'hui d'être seule, vraiment. Ah oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Là où avant, moi, je sais que j'étais plutôt une angoissée de la solitude et qu'il fallait que je m'occupe si je devais me retrouver seule. Alors qu'aujourd'hui depuis 5 ans, il y a eu la rencontre, mais ça corrèle aussi avec l'amour propre, parce que je me suis, avant d'aimer une autre personne, je me suis fait une promesse à moi-même et je me suis aimée moi-même et je me suis dit, bon, là, on arrête les conneries, Letty, on va s'accepter comme on est. Et effectivement, c'est en s'aimant soi-même et en s'acceptant soi-même qu'après, on trouve le bonheur de l'amour de soi. Ouais. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et puis vraiment, le bonheur. Ah ouais, complètement. Et moi, franchement, une soirée avec moi-même, je me régale. Vraiment. Bon, ok, merci pour ce baromètre, en tout cas, et pour ces petites confessions. Marion, ça fait vraiment du bien. On va continuer avec Aimé. Bon, impossible de faire une émission sur l'amour, sans notre Aimé des Hey Mama, évidemment. Alors, Aimé, elle va nous proposer un focus sur la contraception, les évolutions, les tendances actuelles et ce que cela implique dans les relations, la sexualité et l'intimité. On envoie son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Aimée, psychomotricienne depuis 18 ans, conseillère en santé sexuelle et sexologue en formation. J'accompagne les familles, les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées, tout type de difficultés et ou d'handicap pour être mieux dans leur corps, leur tête et leur cœur. Je suis passionnée de mouvement, d'aventure et de nature. Oui, alors et coucou les mamans. Donc je ne sais pas comment s'inscrit dans l'amour, mais j'y ai pensé. Parce que parler de contraception, c'est parler d'amour de soi et d'amour aussi dans le couple, parce que pour moi c'est vraiment toucher le cœur de la liberté de la femme un peu et de la responsabilité partagée dans un couple. Complètement. Donc aujourd'hui, on parle contraception. Quand on demande d'intervenir, c'est d'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a comme contraception pour les femmes et très peu pour les hommes. Mais heureusement, ces derniers temps, on commence à entendre aussi de cette charge partagée. Je vois de plus en plus des hommes se lever et endosser aussi cette responsabilité parce que depuis des années,
les femmes, c'est normal, la contraception à partir de 18 ans, rendez-vous gynéco, ou même avant, avant 18 ans, 16 ans, 17 ans, ou dès les premières, directement, on impose cette contraception avant même de réfléchir, avant même de discuter. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes osent aussi et dire si je veux ou je ne veux pas. Alors qu'avant, c'était systématique. Tu as cette contraception, tu as cette pilule à vie. Et ce qui depuis des années, moi, c'est un truc que la contraception n'est pas un sujet de femme. C'est-à-dire, juste pour rappeler un fait, un homme est fertile 365 jours dans l'année, alors qu'une femme est fertile 5 à 6 jours par mois. Et jusque-là, durant des années, qui est-ce qui porte la charge, qui est-ce qui porte tous les effets secondaires de la contraception? Ce sont les femmes. Toute leur vie, toute leur vie. Alors qu'un homme, il est fertile toute sa vie aussi, pour dire ça, alors qu'une femme, elle est 7% de sa vie. Donc voilà. Et jusque-là, ça n'a jamais été discuté. Dans un couple, c'est systématiquement la femme qui porte la charge, alors que moi, personnellement, dans mon couple, pour moi, c'est hyper important que ce soit une charge partagée entre les deux et non pas juste, c'est à toi de porter et moi, je te pose même pas la question, je pense pas. Peut-être préservatif de temps en temps et peut-être pas, parce que certains, pour eux, c'est aussi... donc voilà. Et du coup, juste, est-ce que, je me permets, vous n'êtes pas obligé de répondre, un petit tour de table sur vos moyens de contraception? Mais stérilé, moi. Ok. Ouais. Et du coup, peut-être l'histoire aussi, depuis quand est-ce que ça moi, un peu schéma classique que tu as expliqué. Première règle, tu te doutes que tu vas commencer à avoir tes premiers rapports sexuels. Donc, même s'il y a les préservatifs, il y a toujours la crainte de la maman aussi qui va dire « ça peut craquer, il peut y avoir un souci, etc. » Donc, pilule, donc vraiment complètement dans ce schéma-là de il faut prendre la pilule. Coup, je l'ai arrêtée quand j'ai eu ma première fille. Donc j'ai dû prendre la pilule à partir de 17 ans et j'ai eu ma fille à 27 ans. Donc pendant 10 ans, la pilule sans interruption. Et une fois que j'ai accouché, après, difficulté à retrouver une pilule qui m'allait bien, quoi. Soit problème de libido, puis moi, la libido, t'as pas intérêt de me la couper avec une pilule, en plus de ça. Donc, voilà. Lion en cage. Mais j'allais dire, j'ai dit, excusez-moi, mais avec la pilule, ça marche pas. Donc, voilà. Et puis, donc, difficulté à retrouver. Et quand j'ai eu, mon troisième et dernière enfant, lié aussi par rapport à la cigarette, la pilule qui est pas très très conseillée, le gynéco m'a orientée sur un stérilet. Mais à aucun moment, même moi, en toute honnêteté, je me suis dit, il faut peut-être que ce soit aussi mon conjoint qui fasse quelque chose. Et du coup, stérilet, et depuis... Et tu le supportes bien, tout va bien. Nickel. Okay. Ouais, nickel. Non, par contre... de la chance, t'as de la... Ouais, ok. Voilà. Quelqu'un veut dire son Moi, j'ai fait stérilet aussi, mais après, moi, je fais partie d'une génération où on ne sait, quand je vois ma fille et plein de jeunes de l'âge de ma fille, dont les hommes vont se faire leur vasectomie, on en parlera, et je trouve ça top. Ouais. Mais moi, ça m'est jamais venu à l'idée parce que moi, j'ai été vraiment élevée par une maman MLF et tout, où disait c'est nous qui prenons notre vie en charge, donc prendre ma vie en charge. Moi, c'était décidé que quand je voulais pas d'enfant, donc je gérais, mais parce que je l'ai voulu. Mais moi, j'ai pris très peu la pilule. Parce que tout de suite, très très rapidement, j'ai eu un stérilet en cuivre qui était pas top parce que ça faisait des règles trop abondantes. Et j'ai porté pendant, je pense, 15 à 17 ans même, des Mirena, le stérilet aux hormones, qui pour moi était un bonheur absolu parce que je le supportais, que j'avais plus jamais de règles et que j'avais un gynéco très malin qui m'avait dit une femme n'est pas obligée d'avoir des règles pendant 5 jours par mois pour que ça aille bien, pour que vous vous sentiez... Donc moi j'ai porté ça et puis maintenant la ménopause c'est quand même yallah, la meilleure contraception du monde, pour autant que ça ne te coupe pas la libido, mais ce sera le sujet de ma chronique après. Et ça ne me coupe pas la libido.
Et ouais, moi, pendant mon petit passage en hétéronormie, Parce que j'ai visité. Franchement, j'ai visité. Alors après, en termes de voyage, j'ai préféré le Népal, tu vois. C'est un autre délire. J'étais plus en phase avec ma meuf au Népal que chez Hétéroland. Mais lors de ce bref passage, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très ouverte sur tout ce qui était sujet de contraception et qui m'a toujours expliqué le rôle des choses. Et quand je lui ai dit, bon, il va falloir que j'ai la pilule, elle m'a dit, bah ok, pas de problème, je te fais une ordonnance, ma chérie. Donc voilà. Mais aussi parce qu'elle voulait pas que je sois tributaire, vu que j'étais relativement jeune, de la responsabilité aussi d'un garçon, sachant que les garçons sont quand même un petit peu laxistes à ce niveau-là. Et elle m'a dit, non mais en fait, c'est capote plus pilule. Voilà. C'est les deux, parce que la capote qui craque, comme tu disais, elle fait, moi je suis pas prête à être grand-mère, clairement, donc non. Et il fallait qu'il y ait quand même une responsabilité partagée. Mais elle m'a toujours dit, responsabilité partagée, c'est pas parce que tu prends la pilule que ton mec il met pas de capote. Ça c'était la condition sine qua non. Donc j'ai jamais vu ça comme une charge, parce qu'il y avait vraiment le deal de t'achètes les capotes et moi je me charge de prendre la pilule. Il y avait toujours ce truc là. Mais on continue à être sous pilule parce qu'il y a des petits trucs sympas comme l'endométriose et tout ça qui font que la pilule ça nous sauve bien la vie et ça fait économiser sur les tampons et les serviettes qui coûtent un rein. Donc c'est toujours bon à prendre. Ouais, bon, moi je suis pas du tout convaincue sur la chimie, mais bon, c'est mon. On a d'autres qui pourront en parler aussi d'endométriose et de pilules. Mais moi, de mon côté, jamais de pilule, jamais de stérilet, jamais de... Je sais pas pourquoi, depuis que j'étais petite, j'ai pas eu de formation ou de parents qui m'ont orientée vers quoi que ce soit. Mais ça a toujours été comme une conviction de moi-même. Je veux rien d'extérieur qui change mon rapport à mon corps et à ma féminité et à la compréhension de mon cycle féminin. Même si je le comprenais pas encore 100%, c'est-à-dire ça m'a pris des années. Et là, aujourd'hui, je trouve que j'ai réussi à trouver un certain équilibre. Mais avant, il y avait une telle conviction que non, je veux pas, moi, altérer quelque chose dans mon corps. Et aujourd'hui, j'arrive à mettre plus de mots dessus. Déjà, depuis ma formation en sexologie et puis toutes les formations que j'ai pu faire aussi à côté et les lectures, surtout tout ce qui est symptothermie que j'ai découvert il y a 2 ans. Et du coup, quoi la symptothermie. Tout le monde a compris ça parce que moi je suis là. Oui, Attends, il y a un truc qui est passé là. C'est pas. En fait, c'est une méthode d'observation naturelle de son cycle avec la température du corps et la glaire cervicale. Pour comprendre ton cycle féminin, la glaire cervicale, c'est ce que tu vois au niveau de la perte dans ton fond de ta culotte ou string. Donc tu verras, il y a une petite des pertes blanches. Et ces pertes blanches, si tu les observes et tu vois au cours du cycle, il y a des jours où c'est épais, c'est tout blanc. Il y a d'autres jours où c'est beaucoup plus transparent. Et ça, si tu arrives il y a des formations pour ça. Donc c'est pas, j'envoie pas un message. Arrêtez les pilules et mettez-vous direct comme ça se fait pas comme ça. C'est vraiment une connaissance parce que là, on va se retrouver avec plein de grossesses. Et donc, je suis pas responsable de tout ce qui est là. Faites, formez-vous. C'est juste un podcast. Une émission, elle va relancer la natalité en France. Ça, c'est partagé. Le réarmement, ça passe pas par moi. Et ça, c'est partagé. Parce que moi, je connais quelqu'un de très, très proche de moi. Et je ne tairai son nom parce que c'est leur vie. Ou c'est même l'homme dans le couple qui un jour m'a expliqué en disant, mais non, mais t'inquiète pas, là, elle tombera pas enceinte parce que je sais observer le fond de sa culotte. Alors moi, tu fais... Mais c'est tellement beau. Super. Moi, je suis encore d'une autre génération. Donc toi, tu connais les pertes de ta chérie. Exactement. Et il était très, très sérieux. Et ça fonctionne très bien entre eux. Et souvent, c'est vraiment une démarche de couple aussi. C'est pas que les femmes. C'est-à-dire, certaines femmes, c'est eux qui vont faire la démarche. Mais souvent, ça part aussi. C'est-à-dire, je connais plein d'amis qu'ils ont fait la formation ensemble, en couple, pour comprendre le cycle féminin de la femme. Et puis, de temps en temps, quand ils vont utiliser le préservatif, quand on sait qu'on est dans une période fertile et que on a envie. Et ça va. Certaines personnes m'ont dit, peut-être, on va être hyper. Il y a plus le spontané, le naturel, parce qu'on va être en train de calculer. Non, c'est pas un calcul, c'est une compréhension parce que la pilule, c'est aussi un calcul. C'est prendre tous les jours à une certaine heure, peut-être stériler et tout ça, on est un peu plus tranquille, mais quand même, ça modifie des choses dans notre corps, ça modifie des sensations et
c'est sans aucun jugement, c'est-à-dire on a tous, chacun a choisi son mode de contraception, mais ce que j'essaie de véhiculer comme message, c'est de se questionner sur le pourquoi j'ai choisi ce mode. Est-ce que j'ai envie de connaître plus mon corps? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à être plus reliée à mon corps et à mon cycle féminin? Et le cycle féminin, je trouve, c'est d'une beauté et d'une merveille, le cycle féminin. Lecture, en fait. Et jusque-là, ça a toujours été mal, pas bien, faites attention, dégueulasse. Ma génération, en classe, oui, on avait honte quand on avait nos règles. Encore la serviette, le tampon, on avait peur de sortir en classe pour dire je veux aller me changer. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouverture par rapport à, c'est-à-dire quand on forme l'EVRAS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on parle des règles devant les garçons et regardez les filles. Les pubs à la télé. Aujourd'hui, moi je sais que je suis assez open, mais quand les premières pubs que j'ai vues où tu voyais le fond d'une culotte avec une serviette remplie de sang, j'ai fait. Mais c'était rempli de bleu avant parce qu'on voulait surtout pas montrer le sang. Et j'ai trouvé ça génial. Mais moi, j'ai pas grandi comme ça. Alors que moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus beau qu'une femme qui ressent tout jusqu'au bout, son cycle, qu'elle comprenne. Et moi, c'est ma perception de la femme et de la vie. On n'est pas tous obligés d'y adhérer. Mais moi, je trouve ça tellement beau. Je me dis, OK, il me reste encore quelques années, je suis dans la périménopause et je vais aller vers la ménopause. Comment je peux encore vivre mieux cette période de règles, de connexion à mon corps, de ressentir tout jusqu'à ces règles et même dans ma façon de comprendre mon corps et dans la contraception. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plein de moyens qui existent et on parlait tout à l'heure de vasectomie, c'est-à-dire les hommes, ils ont une charge aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes, des amis qui sont très proches de moi qui m'ont dit « Ah, moi, je veux plus que ça soit la femme, moi, je vais aller faire une vasectomie et c'est bon ». La vasectomie, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que c'est réversible? C'est réversible, mais sous certaines conditions d'âge et de santé. Donc voilà, il y a certains qui arrivent à faire ce chemin de retour, mais ça, c'est pas 100% prouvé la réversibilité encore de la vasectomie. Et il y a beaucoup de recherches aujourd'hui. Donc, il y a une pilule, la YCT 529, qui sont en train de développer. Elle n'est pas encore prouvée. Il y a beaucoup de tests cliniques encore. Donc, on n'en est pas là encore. Il y a donc la pilule pour les hommes. Et pour les hommes, exactement. Il y a un implant hydrogel aussi. Juste en tout cas, petit retour d'expérience. Mon homme a procédé à la vasectomie début décembre. On en est donc au 2e mois de convalescence. Bon, clairement... je l'ai déposé à la clinique à 8h, 8h30, il est rentré au bloc. À 11h15, il était dans le métro, j'ai pas eu le temps de venir le récupérer, tout allait très bien. Et tout va très bien. Tout fonctionne à merveille. Oui, ça c'est hyper important de dire parce qu'il faut attendre un petit peu, 15 jours ou 3 semaines. Exactement, avant que ce soit la peau protégée. C'est 30 éjaculations par mois. Oui, c'est 20 minutes la chirurgie, donc c'est vraiment, on vient sectionner le canal déférent et du coup, c'est juste pour empêcher le sperme de remonter. Et du coup, c'est vraiment, il n'y a aucune incidence sur ni la libido, ni la qualité de l'éjaculation, ni l'érection, ni tout ça. Toutes les peurs des hommes ou souvent quand on fait les ateliers de formation, les garçons vont dire ah là là, mais ça va altérer les sensations. Ça n'altère rien. Au contraire, tout reste pareil. Et attends, je me permets juste de rebondir parce que du coup c'est alors que j'en profite juste pour dire alors que la ligature des trompes, donc la même opération chez les femmes, c'est irréversible et puis c'est une opération interne qui prend beaucoup plus de temps et qui est donc un peu plus lourde en termes de chirurgie. Alors que là on est anesthésie locale et 20 minutes de parce que t'as lâché un truc, t'as parlé de 30 éjaculations par mois, c'est-à-dire alors il a parce qu'en fait pour après, si vous voulez, donc avoir des rapports sans risque de fécondation, ça se passe, c'est au bout de 3 mois après l'opération, et donc les trois premiers mois suivant l'opération, il doit avoir 30 éjaculations pour faire fonctionner le système. Et après, il doit passer un spermogramme pour vérifier du coup si ces spermes sont vraiment plus féconds. Voilà. Donc ça sort encore bien comme donc c'est de voir. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et moi j'avais vu une petite tendance aussi justement. Non. Alors non, pas le ring. C'est plus pour la partie femme. Allez, yalla, ouvrez les portes. Non, c'est plus pour la partie femme et une tendance quand même vis-à-vis de la jeunesse aujourd'hui qui quand même redoutait un peu toutes les contraceptions ancestrales, etc. Alors je sais pas.
Je sais pas, attention mais... parce que ça, j'ai vu aussi la tendance passer, c'est-à-dire il y a des maladies sexuellement transmissibles. Donc, attention, préservatif reste première. Bien sûr, quand on est dans des relations, qu'on ne connaît pas la personne, qu'il n'y a pas de. Quand je parlais des jeunes femmes aujourd'hui qui n'envisageaient absolument pas de prendre la pilule, d'implant. C'était dans ce que je disais un peu. Oui, c'est ça. C'est quoi la tendance là-dessus? C'est pas une tendance, c'est un retour de plus en plus de femmes et une conscience au fait du corps de la femme. C'est comme si on nous a tellement déconnectés de notre corps avec tout ce qu'on propose, parce que ça, au niveau de l'industrie pharmacologique, ça doit faire pas mal de chiffres. Mais au-delà de ça, c'est comme une certaine façon de couper la femme de son ressenti, de son corps. Et comme tu l'avais dit, c'était aussi une libération de la femme à la base. C'était parti d'un mouvement de la femme, une vraie bataille où la femme aujourd'hui, c'est elle qui est maître de. Mais c'est quand même contradictoire parce que je suis maître de mon corps, mais en même temps, est-ce que je suis vraiment maître de ce corps? Est-ce que je suis vraiment dans la pleine écoute de ce corps? Donc oui, c'était peut-être une réponse, comment dire, forte, rapide, mais aujourd'hui, on est en train de réfléchir de nouveau. Est-ce que, c'était la côte. Et une réponse forte et rapide, elles ont quand même attendu. Oui, des années, mais je veux dire. Deuxième moitié du XXe siècle pour avoir ce droit-là. Exactement. Donc, donc, on n'est pas en train de balayer tout ce qui a été fait, et c'était hyper important pour toutes les femmes. Mais aujourd'hui, il y a une autre voie aussi ouverte à celles qui souhaitent. Parce que certaines n'ont même pas envie, peut-être même pas le temps, même pas l'énergie. La contraception reste. Pas les moyens. Oui, exactement. Pas les moyens financiers. Et puis, c'est-à-dire, on n'a pas tous la même charge au quotidien. Il y a certaines, elles peuvent pas se le permettre de se dire, OK, je vais prendre du temps pour observer. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Ce serait bien que ça commence à un âge un peu plus jeune, parce que comme ça, les filles, elles grandissent avec ça à l'école, et qu'on puisse offrir tous ces moyens et que chaque femme soit vraiment libre de choisir entre tous ces moyens, et non pas dans un rendez-vous gynéco directement, prends la pilule, ça va te faire du bien. Non, au fait, j'ai besoin aussi de comprendre mon corps, comment il fonctionne, et d'avoir le choix de choisir si j'ai envie d'une contraception ou pas, et que ce soit la contraception qui ne repose pas juste sur la femme, c'est une responsabilité à deux dans un couple. Et donc une éducation auprès des hommes et des femmes. Auprès de tous, en fait. Et que si on parle du thème de l'amour, que ce soit vraiment comme un geste d'amour aussi dans le couple, de se dire, ça ne repose pas que sur toi. C'est aussi, donc quel que soit le choix de la femme, que ce soit une responsabilité des deux et un choix des deux. Et merci beaucoup, Aimée, en tout cas, pour toutes ces informations. Ce focus sur la contraception, le dialogue est ouvert et la responsabilité est partagée. On va enchaîner avec Céline. Donc, quand on parle d'amour, on parle aussi de désir, d'énergie et de rapport au corps. Et Céline fait le lien entre sport, vitalité et libido et partage des clés pour se reconnecter à soi et son énergie. Jingle. Hey mama. Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Eh bien, bonjour les filles. Et donc, j'aime bien, on se dit bonjour, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Après, tu sais jamais ce qui va être diffusé ou pas, donc c'est important vrai que de dire si les gens prennent tout à fait. Passe et sélectionner. Alors, moi, donc j'ai essayé de faire un petit peu le lien entre le sport et la libido. Et puis, donc, ce que j'ai envie de vous partager 2 choses principalement. D'abord, les points communs entre tout ce qui est sport, activité physique et la libido. Et puis après, on parlera des 2 moments clés de la vie d'une femme, le postpartum et la ménopause, pour voir ce qui se passe et comment tout ça peut être lié. Ça déclenche les mêmes hormones, non? Exactement. Il y a plein de points communs. Parce que j'ai fait mon truc et après j'ai regardé. Mais quand on voit son partenaire dans l'effort, quand même, que ce soit même le ménage et tout, c'est quand même un peu sexy, non? Ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Donc déjà, allez, on attaque. Ce que permet le sport. Et vous allez voir, le sport permet des choses et hop, ça enclenche la libido. Le sport, ça permet l'amélioration de la circulation sanguine. Donc ça peut amener du désir sexuel. On va aller vite. Le sport, ça permet un équilibre hormonal. Je suis concentrée. Ouais. Je suis très concentrée. Le sport, ça permet un équilibre hormonal. Et ça, si on n'est pas équilibré hormonalement, on peut pas avoir une libido saine.
le sport, ça permet de travailler sa confiance en soi et avec une meilleure condition physique. Et donc, de meilleures performances dans l'acte sexuel. Le sport, ça permet aussi un équilibre psychologique et donc une image meilleure de soi-même. Et donc là, voilà, une libido plus épanouie. Une fois qu'on a posé ça, que se passe-t-il aux 2 moments clés de nos changements hormonaux? Parce que je vous rappelle, il y a 3 changements hormonaux dans la vie d'une femme, les règles qui arrivent, donc ça on va mettre de côté, parce que là on n'est pas trop encore sur la libido, la grossesse, et moi je m'intéresserai au postpartum, et la ménopause. Postpartum, baisse de libido, ça c'est du classique de classique. Chute hormonale de fou. Pourquoi voilà. Changement hormonal. Donc, qui dit baisse d'hormones et tout, dit petit souci au niveau vaginal, donc on n'a pas trop envie parce que, bon, bref. Fatigue, parce que quand il y en a un truc qui pleure toute la nuit, c'est pas très rigolo. Ça dépend de l'accouchement. Ouais, aussi. Ça peut dépendre, ça peut dépendre de l'accouchement. Oui, bien sûr, voilà. C'est bon, du coup, après ce qu'a dit Amy, ce que tu dis maintenant, c'est bon, va pas y avoir un boom de grossesse. Voilà. Ça, tu sais, direct, c'est bon. Changement hormonal. Quand même, fatigue. Là, on désamorce. Et voilà, et ce qu'on disait, et beaucoup d'émotions. Parce que quand on vient d'accoucher, il peut y avoir parfois un vrai blocage émotionnel, voire un dégoût de son corps. Et donc, quand on est dégoûté de son corps, on n'a pas du tout envie d'aller vers l'autre. Et puis, on peut dégoûter l'autre. Parce que, soit il nous a vu accoucher, et ça, c'est propre à chacun, mais il y a des hommes qui veulent pas voir leur femme accoucher parce qu'ils ont peur de voir tout qui explose, et ça se comprend, et ça se respecte. Et puis, ils veulent pas voir aussi leur femme. C'est très beau avec un gros ventre, puis quand c'est vide, parfois, c'est un peu moins beau. Bon, donc ça, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc là, quelques petits conseils pour parer à tout ça. Déjà, mesdames et messieurs, laissez-leur et laissez-vous du temps. On a mis 9 mois pour pondre le truc. On va mettre un peu de temps. De toute façon, médicalement parlant, on nous recommande peut-être 4 à 6 semaines de laisser la chose un peu se remettre en place. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun et on n'est pas obligé d'avoir une pénétration vraiment sexuelle pour se faire plaisir. Deuxième conseil, la communication. Tu confirmes, Marion? Moi, je confirme. La communication, parce que ce soit la femme ou l'homme, il faut se parler. Il y a eu des gros changements. Après, il y a un conseil qui paraît anodin, mais qui est important. Il faut multiplier les gestes affectifs. Parce qu'une simple caresse, un simple regard, ça va sécréter une petite hormone qui s'appelle l'ocytocine. Je l'adore, celle-là. L'hormone de l'amour et de l'excitation. Oui. Donc, c'est pas parce que tu viens d'accoucher que ton mec te fait ça que tout de suite tu vas avoir envie qu'il te fasse un gros câlin, mais ça va aider progressivement. Après, peut-être aussi une petite thérapie. On n'attend pas 2 ans d'être en dépression complète ou d'avoir largué son mec pour aller voir peut-être un thérapeute. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, le 5e conseil, c'est de prendre soin de soi. Et comment on va prendre soin de soi? On essaie de dormir. Donc, dès que bébé dort, on s'en moque que le ménage soit fait. On mange bien. Et on mange pas que la fin des petits pots de bébé, on s'alimente et on fait appel à notre super association Super Maman qui vous apporte des plats et on se remet au sport. Pour toutes les raisons que j'ai données, aimer le sport, c'est après, j'insiste, on se remet au sport après un accouchement une fois que la rééducation du périnée est faite et par des professionnels et même si on a accouché en césarienne parce que le périnée est fragilisé par le poids du bébé et pas par l'accouchement simplement. Premier sujet clos. Deuxième grand moment de changement au niveau de la libido, la ménopause. La ménopause, ça a l'air génial aussi. Mais n'ayez pas peur. Ménopause-land est très très beau, mais il faut trouver les bons chemins. J'attends mon passeport et mon visa. Déjà, déjà, il faut savoir qu'il y a 40% des femmes ménopausées et c'est énorme. C'est presque 1 femme sur 2 ménopausées qui déclarent avoir vu une baisse de leur désir. Et donc, pourquoi ? Et là, vous allez retrouver tous les schémas. Changements hormonaux. Donc là, testostérone, oestrogène, ça part en cacahuète. Mais aussi la dopamine, la sérotonine, qui sont les hormones du bonheur et de l'appartenance sociale. Donc tout ça, c'est parti. Il n'y a pas que les hormones gynéco qui disparaissent. Ah d'accord, mais du coup, tu as une baisse de ça avec... Quand t'es ménopausée, il y a plein de choses qui ne sont plus dans ton corps, donc tu ne sécrètes plus ces hormones. Oui, d'accord. Donc ça, c'est comme après le postpartum, ça t'enclenche potentiellement, c'est pas tout le monde, de la sécheresse vaginale ou cutanée, des émotions très fortes, dépression, une baisse du sommeil, une sensibilité moindre au niveau de ton organisme interne, vraiment, parce que ta paroi vaginale notamment se diminue. Et puis, il y a là, tu as quelques kilos en plus parce que ton métabolisme s'est ralenti et que tu penses que si tu manges la même chose, tu vas pas grossir, ce qui est faux. Donc, il y a des solutions.
La première chose, et là c'est aussi au choix de chacune, c'est un traitement hormonal. Et il y a plein d'études qui ont montré que non, c'est pas parce que tu prends un traitement de substitution au moment de la ménopause que tu vas te déclencher un cancer du sein. Par rapport au cancer du sein, si un jour tu déclenches un cancer du sein, que tu es sous traitement hormonal, il va se développer plus vite. Mais quand tu es sous traitement hormonal, tu vois ton gynéco tous les ans. Et si tu es un peu maline, tu vois ton gynéco en janvier, tu fais ta mammo en juin, comme ça, quelqu'un t'observe tous les 6 mois. Et donc, si jamais tu as un cancer qui arrive, tu es détecté tout de suite et c'est pris en charge. Mais ces traitements, du coup, ça tombe bien, ces traitements hormonaux, ils ne sont pas pris en charge Par la sécurité. Si. Ah, bien sûr, ok. mais bien sûr. Tu vas voir ton gynéco, il va te donner oestrogène, progestérone, le petit comprimé, le petit truc comme ça. S'il est malin, il va te donner ta petite dose de vitamine D pour travailler un petit peu au niveau de ton futur ostéoporose. Il va te dire de prendre du magnésium et des oméga 3. Ça, c'est traitement hormonal. Ensuite, tu peux avoir des lubrifiants. Et ça, c'est des petits tubes, tout simples. Si tu sens que tu commences à avoir une sécheresse vaginale, mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Ensuite, il y a aussi des thérapies pour les femmes ménopausées. Pas parce qu'elles sont ménopausées, mais parce qu'elles changent leur rapport à leur corps. Toujours la communication. Il faut pas oublier que quand nous, on est ménopausés, Chouchou à côté, il a plus normalement 20 ans. Hein. Il y en a quelques-uns. Mais donc lui, peut-être que... À part pour les cougars. On a le droit de cougariser. Que les hommes vieillissent mieux que les femmes, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Quand ils ont plus de cheveux, ils ont un gros bide et tout. Franchement, t'as pas forcément envie de ton mec à ce moment-là. Bon, moi, tout va bien. Le mien perd peut-être un peu ses cheveux, mais il est beau comme un cœur. Il a toujours envie de lui. Voilà. On ferme la parenthèse. Et comme pour après un postpartum, il y a le sport et l'alimentation. Et là, c'est important. Bonne hygiène de vie. Globalement, pour l'alimentation, vous prenez tout ce que vous mangez avant d'être ménopausé, vous enlevez 20%. Et vous rajoutez des oméga 3, des protéines maigres, c'est poulet, poisson et tout, des antioxydants, pour que votre corps continue à fonctionner. Et puis après, vous faites une activité régulière. Alors, pas forcément des trucs forts si vous n'avez jamais fait de sport, yoga, pilates. Je ne prêche pas que pour ma paroisse, mais quand même. Et puis, vous vous remettez à la muscu. Ça a été un sujet parce qu'il faut renforcer, parce qu'on perd son muscle. Et puis surtout, on profite. Parce que là, on sait, et c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Au moment de la ménopause, on dit que ça y est, on arrive dans la dernière étape de notre vie. Alors ouais, super, plus besoin de contraceptifs parce qu'on sera plus enceinte, mais on sait que c'est le début de la fin. Enfin, il ne faut pas se mentir, on n'a plus non plus 50 ans devant soi. Mais du coup, on peut faire l'amour autant qu'on veut, parce qu'il n'y a plus de risque de grossesse. Ça, c'est top. Et puis, on a un petit peu moins, enfin ça, je trouve, un peu moins de pression sur les épaules, de se dire, voilà, est-ce que je vais bien faire, mal faire ? On s'en moque de toute façon. Si l'autre, il n'est pas content, il va voir ailleurs, ou nous, on va voir ailleurs. Et on se met au sport, parce que là, le sport, vraiment, c'est ce qui va nous permettre de garder vraiment cet allié incroyable pour booster notre libido et notre confiance en nous. Moi, je vais aller à ménopausie, moi, c'est bon. Voilà, vous pouvez venir en ménopausie et puis moi, je vous accompagne parce que je propose des accompagnements en ménopause. Merci pour tous ces conseils, Céline, très très précieux et voilà, qui vont prendre soin et chouchouter notre libido jusqu'au bout. On va enchaîner avec Christelle. Parce que l'amour, ça s'entretient, n'est-ce pas ? Christelle, elle nous partage ses conseils, ses jeux, ses tips pour nourrir le lien amoureux, hein, notre coquinette. Alors, préserver la complicité, le désir, toujours avec humour et bienveillance. Et si Valentin était un coquin ? Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi ? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. On s'embarque. Alors oui, on parle d'amour aujourd'hui. Donc si on parle d'amour, bien évidemment, on doit parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ou pas, mais on va en parler en tout cas. Le 14 février. Voilà, le 14 février. Ce jour où, a priori, un petit ange nous ressort son arc pour aller planter des flèches. Parfois, on a envie de lui dire de remettre ses lunettes parce que soit il rate, soit il se trompe de cible. Bon, il y a des oublis. Il y a des oublis, voilà. On est resté planqué sous la couette, du coup, il nous a pas vus, il a pas trouvé le bon amoureux. Donc voilà. Cette fête où les célibataires vont dire, de toute façon, c'est une fête commerciale, on s'en fiche, quoi. Et où les couples vont dire, nous, c'est très simple, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour montrer qu'on s'aime et se faire des cadeaux. Oui, d'accord, mais est-ce que vous le faites vraiment hors
Saint-Valentin? Telle est la question. Voilà. Donc tout le monde ment au final. Même les couples qui ont l'air parfaits sur Instagram, ça n'existe pas. Alors à la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, on va s'offrir des roses qui vont faner au bout de 2 jours. On va écrire une lettre vite fait dictée par ChatGPT à 22h. On va s'offrir des chocolats, sauf que les fêtes, elles datent d'il y a 1 mois et demi et qu'on essaye d'être au régime depuis. Voilà. Ils sont pourris, ils datent d'il y a 2 mois. Et que pour aller au restaurant, va falloir limite vendre un rein et que de toute façon, si on est en couple, c'est pas que pour partager un dessert non plus. Oui. Attends, juste te coupe, excuse-moi, Coquinette. Team Saint-Valentin ou pas? Est-ce qu'il y a des teams Saint-Valentin? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ah, moi, non. Non, pas vraiment. Okay. J'aime bien, malgré tout. Mais moi, mon homme, c'est son anniversaire le 15, donc on fait un gros truc. Ah oui, d'accord, oui. Anniversaire, quoi. que de fêtes, c'est que de fêtes. Famille fête. Et donc, si on remonte, parce qu'on va essayer de faire un petit peu de culture aussi, on rigole, mais soyons une émission un petit peu culturelle de temps en temps. Mais je vais aller très vite. Le niveau, là, d'un coup. Non, je vais aller très vite. Pour revenir à la Saint-Valentin, on va remonter au Moyen-Âge, où effectivement, ce fameux Valentin avait bravé l'interdiction de marier les gens et qu'il a été condamné à la décapitation et qu'il a écrit sa dernière lettre à son amour en signant de ton Valentin. Il a donc créé comme ça la fameuse coutume des lettres d'amour et des déclarations d'amour. Le 14 février, mais souvent les légendes ou les fêtes comme... Enfin, c'est... origine tragique, quoi. C'est ça. Mais si on remonte un peu avant le Moyen-Âge et qu'on va jusqu'à l'Antiquité, en fait, donc ça s'appelait pas la Saint-Valentin parce que Valentin n'existait pas, mais était fêtée entre le 13 et le 15 février la fête de la fécondité et de la fertilité. Or, qui parle de ça parle un petit peu de plaisir sexuel. Oui. Voilà. Et donc, du coup, ce Valentin qui dit qu'il n'a pas surfé plutôt sur cette coutume-là et qu'il l'a lu, cette lettre. Quelqu'un l'a déjà vu, la lettre de Valentin à sa bien-aimée? Non. Donc, du coup, effectivement, peut-être que Valentin était un peu plus coquin que amoureux. Voilà. Voir un petit peu les deux. Et donc, du coup, j'ai cherché un petit peu sur Internet quelles étaient les idées pour la Saint-Valentin pour sortir un petit peu du truc habituel, donc des roses, des chocolats, du restaurant, etc. On trouve rien. Rien. Si vous tapez Saint-Valentin coquin, Saint-Valentin coquine, désir Saint-Valentin, emmenez votre chéri au restaurant et offrez-lui un bouquet de roses rouges. Super. Au milieu de tous les autres pimpins. Donc du coup, je viens vous aider parce que la Saint-Valentin, c'est l'occasion de raviver la flamme avec des moments de complicité et d'intensité. Avoir de nouvelles expériences, sortir de la routine et pimenter le couple, c'est le moment parfait. En tout cas, c'est une bonne excuse, même si vous n'êtes pas très team Saint-Valentin. Vous, très rapidement, le jour de la Saint-Valentin, quel a été le plus beau cadeau ou preuve d'amour qu'on a pu vous faire? Ou si vous en avez pas vraiment eu, qu'est-ce que vous auriez aimé? Une demande en mariage. C'est déjà fait. Bah ouais, là, c'est romantique. Mais sincèrement, j'ai pas une idée. Je peux pas te donner. S'il a dû faire des cadeaux. Moi, je sais que après, c'est une très très bonne excuse pour se faire un kiff dans un donjon bien aménagé où tu t'enfermes un week-end. Voilà. Découvrir des soirées libertines, des clubs libertins, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est le moment. Pas mal de lingerie en cadeau. Voilà, la lingerie. Oui, c'est le moment c'est le moment. Alors, soit de s'offrir la lingerie. Non, c'est surtout le moment de la tester. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'après, on se lave, mais bon, il y a un moment, faut tester. Vérifier que ça fonctionne. Ouais. C'est ça. Alors, déjà, on n'est pas obligé d'attendre le soir de la Saint-Valentin pour créer un moment de partage. On peut déjà envoyer dès le matin. Dès le matin, mais surtout s'envoyer des sextos toute la journée pour faire monter la pression au fur et à mesure. C'est quand monsieur ou madame rentre, avoir laissé des petits mots un peu partout. Soirée 69, que veux-tu qu'on fasse ce soir? Ce soir, c'est moi qui m'occupe de toi. Créer des bols à fantasmes où vous piochez effectivement quelques actions à faire. Des massages sensuels pour redécouvrir votre corps aussi. Un action ou vérité. Version sexe entre couples, ça peut être cool. Pas besoin de créer de grands scénarios, mais on peut aussi se déguiser, aller dans le jeu de rôle, aller chercher complètement autre chose, faire un strip question. Changer un détail dans votre habitude de partager votre rapport sexuel. Pourquoi pas changer de pouvoir aussi, dominant, si c'est le cas. Tester des jouets coquins.
Ça, vous les trouverez facilement sur Internet. Ou dans les boutiques, ou dans les sex shops, c'est aussi le moment d'y aller direct. D'y aller, tout à fait. Ça fait partie de l'aventure, quoi, d'aller choisir ensemble aussi, quoi. Oui, complètement. Et pourquoi pas le donjon, mais tester les love rooms. Il en existe plein maintenant, avec plein de critères, avec les miroirs au plafond, sur les côtés, les jacuzzis, etc. Donc, c'est l'occasion de la Saint-Valentin d'essayer un petit peu d'aller faire perdurer et entretenir l'amour aussi par le côté sexuel et le jeu. Et si vous voulez quand même mettre une petite touche de romantisme dans tout ça, vous pouvez lui chuchoter des « je t'aime » au creux de l'oreille et faire votre demande en mariage en plein coït. Alors, c'est la Saint-Valentin, oui à l'amour, oui au désir. Il n'y a aucune obligation, on oublie la performance. L'idée, c'est de sourire ensemble, c'est de s'amuser, c'est de recréer une complicité et un lien. Et surtout, si on a envie de rien faire, juste se mettre en pyjama sous un plaid devant Netflix, et c'est OK aussi. Ouais, c'est OK aussi, tout à fait. Merci Coquinette pour tous ces bons conseils. On a quelques dates pour l'agenda, donc en localité ici, mais aussi dans toute la France. On a dégoté quelques dates, puisque l'idée avec Top Actu Local, c'est de traiter de la localité aussi, mais partout sur le territoire français. Alors, le 14 février, Coquinette, tu m'as parlé justement du Forever Run de Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est une course pour la Saint-Valentin. Oui, qu'on peut faire en duo ou seul. Ça fait 5, 12 ou 24 kilomètres, plusieurs parcours. Ça rejoint le sport, tu vois, sport, libido et le soir, voilà, tu prends une douche. Alors, il y a aussi, Marion, tu m'as parlé Sherlock Holmes, c'est l'aventure du Diamant Bleu. Ça, c'est au Théâtre des Trois Clés, c'est à Paris. Ouais. C'est un spectacle participatif avec un humour décalé, c'est plutôt ambiance familiale. C'est bien barré, voilà. Du coup, c'est validé. C'est validé par Marion. C'est survalidé, parce que je suis allée voir les 3 pièces qui ont été adaptées par Christophe Delors. Et c'est un humour très, très décalé, mais qui est accessible aussi aux enfants. Enfin, à chaque fois que j'y suis allée, il y avait des gamins dans la salle et ils s'adaptent, ils font participer les enfants à l'enquête. Les enfants sont souvent très, très au taquet, donc très cool. Trop bien. Alors, le samedi 7 et dimanche 8 février, il y aura le battle et concours chorégraphique au profit des Restos du Cœur à Saint-Rémy-le-Chevreuse. Le dimanche 8 février, il y aura les apprentis archéologues, j'ai trouvé ça génial, au musée de préhistoire de Nemours, ça c'est dans le 77. Et laissez-moi vous parler aussi de l'agenda d'Impro Nice Art, c'est une association d'improvisation théâtrale à Nice. Et là, j'arrive pour les dates, puisqu'elle est très organisée. Donc, il y aura donc l'Impro Nice Art, donc c'est une école d'improvisation théâtrale, mais aussi une compagnie d'impro à Nice. Et ils joueront le 5 au Paradise à Saint-Laurent-du-Var, donc c'est juste à côté de Nice. Le 6 au Beaubar Comedy Club à Nice. Le 11 février au Macao Club d'Antibes. Et le 12 février au Carré d'Or, le Carré d'Or à Nice. Et j'ai aussi, toujours dans l'improvisation théâtrale, j'ai découvert la compagnie de la Fantaisie Ordinaire qui donne des stages et des masterclass. J'ai participé, donc c'est validé aussi, approuvé et validé. Donc les prochains stages auront lieu le 7 février et le 22 mars. Du coup, mars, notre prochaine émission. On n'a pas décidé, mais bon, on se retrouve très très vite, nous, pour en parler, et puis très très vite avec vous, chers auditeurs. On va toujours essayer de vous toucher, d'avoir des échanges vrais, en tout cas authentiques, et de créer des vrais liens avec vous. Donc merci à vous de nous écouter, merci d'être là, merci de partager aussi au maximum notre podcast, parce que c'est ça, de faire vivre la communauté Hey Mama. Merci beaucoup. Voilà, faites du love, faites du love. Gros bisous. Bisous. Ciao. Hey mama. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.